Bonjour à toutes et tous. Donc, merci de participer à cette table ronde qui a pour but de voir la place de l'arbre au sein de la planification territoriale, que ce soit dans l'espace forestier comme dans l'espace hors forêt. Et l'espace hors forêt comprend les zones agricoles, mais également l'espace urbain. C'est pour ça qu'on a plusieurs intervenants qui vont présenter certains éléments. Donc, on aura Bruno Sirvens d'Arbres et Paysages du Gers qui nous fera une introduction sur la place de l'arbre dans le paysage. Ensuite, alors je le dis de manière non forcément linéaire, vu que tous les intervenants ne sont pas encore arrivés, mais on aura une intervention de la DDT des Hautes-Pyrénées au sujet, qui est chargé du bureau de planification territoriale, donc il nous parlera des cadrages, du cadre réglementaire de l'État en termes de documents d'urbanisme, mais aussi des différents outils qui peuvent être mis au service de l'arbre au sein de la planification territoriale et quel accompagnement il peut être fait auprès des communes. On aura le CAUE du Gers également avec M. Poul qui nous présenteront effectivement plusieurs initiatives des CAUE et du CAUE 32, mais aussi de l'accompagnement qu'ils peuvent réaliser également auprès des communes. Le CNPF, au nom de M. Druino, et l'ONF, au nom de M. Pucheux, nous présenteront au niveau de la forêt privée et au nom de la forêt publique l'articulation avec le code forestier et notamment le code de l'urbanisme au niveau des espaces boisés classés, des trames, des éléments paysagers, des différents outils. Quelle articulation peut se faire avec le code forestier. On aura également Hervé Ourcade, qui représente France Nature Environnement Midi-Pyrénées, qui est juriste et qui nous parlera de l'accompagnement que peuvent faire les associations de protection de la nature en termes souvent on peut être personne publique associée, donc comment on accompagne les élus et les points sur lesquels nous sommes vigilants. Voilà, donc on va peut-être commencer, Bruno, et puis on espère que la DDT et le CNPF vont pouvoir nous rejoindre rapidement. Oui, bonjour à tous. Je commence, Sophie? Oui. Voilà, vous m'entendez bien? Voilà, je vais vous faire une petite introduction sur cet atelier qui est riche. Donc, je suis loin d'être le spécialiste de tous ces domaines-là. Et j'ai choisi, en tant que géographe, de vous parler plus d'une notion de temps que d'une notion d'espace. Et vous comprendrez pourquoi. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui, très bien. Ok, je vais commencer. Alors, quelques images pour illustrer. Ce ne sera pas un diaporama très fourni. Je crois qu'on va aborder toutes les questions d'aménagement, de conservation, de gestion et puis de communication autour de l'arbre. Mais c'est vrai que dans l'idée de planifier et de planification, il y a l'idée du temps. Et pour le coup, quand on parle de vieux, le temps, c'est important. Et je voulais m'attacher à essayer de définir ce que ça voulait dire que vieux. Vieux, la définition classique, ça veut dire exister depuis longtemps, depuis un temps long. Tout simplement. Mais ça, dans nos histoires de paysages, dans nos histoires d'arbres, ça va être important. Le micro, il est bon là? Là, c'est eux qui nous entendent. S'il vous plaît, oui. Bon. Excusez-moi, vous êtes en mode, juste excuse-moi Bruno, je fais une petite présentation, peut-être que j'ai oublié de le dire. Comme je disais ce matin, on est en Zoom réunion, donc ce n'est pas le webinaire. Donc, vous avez la responsabilité de vos micros et de vos caméras, alors qu'en webinaire, vos micros sont d'office coupés. Donc, par contre, on compte sur vous pour le bon respect de couper vos micros quand vous ne parlez pas et de le réactiver au moment où vous voulez poser des questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour le bon déroulement et le confort des intervenants. Merci. Oui, je reprends rapidement. Oui, je disais, la définition de vieux, c'est l'idée d'exister depuis un temps long. Et puis, avec un certain nombre de choses qui peuvent se raccrocher, l'idée avec le temps de se bonifier, comme un Armagnac, on dirait, dans le Gers. L'idée d'être capable de patience aussi, c'est-à-dire de pouvoir résister à un certain nombre de choses, et notamment de persévérer, c'est-à-dire être capable de traverser des temps et des difficultés. Ça, c'est une notion importante dans le vivant, cette notion d'évolution, cette notion de résultat, pas de sélection, mais de résultat d'une sélection. C'est-à-dire qu'un arbre vieux, ce sera un arbre qui
qui aura franchi tout cela et qui aura laissé derrière lui un certain nombre d'autres congénères. Voilà. Et puis, de manière un peu plus décalée, mais qui a quand même du sens, l'idée de la vieillesse, c'est tout simplement aussi celui d'être dans un stade avancé de la jeunesse, tout simplement. Alors, la notion du vieux et du vivant, je vais montrer quelques rides. Ben, le vieux, c'est une étape dans le cycle du vivant, un maillon dans la chaîne d'évolution, mais un des maillons les plus aboutis, pas le dernier. Et ça, c'est une notion importante aussi parce que ça dépend du regard que l'on porte sur le vivant, mais malgré tout, si on réfléchit bien, ce n'est pas le dernier maillon ou la dernière étape, c'est le premier ou la première étape à permettre le rajeunissement et le renouvellement, à être le tremplin sur ce qui va arriver de neuf derrière. Donc l'idée de relais, et puis aussi, bien sûr, quand on est vieux et qu'on va passer la main, cette idée d'héritage, ça a déjà été abordé, hein, de mémoire, de sagesse et d'expérience qui va être transmis, et avec tout ce que cela contient. Et puis quand on parle de vivant, bien évidemment, on a besoin aussi de tous les âges. On montre quelques images, voilà, tous les âges, pour que les populations puissent évidemment se passer le relais. Donc ça, c'est évidemment des choses qui sont assez évidentes, mais cette idée du vieux, ce n'est pas l'aboutissement, ce n'est pas la terminaison, mais c'est au contraire, c'est un gage, qu'il y ait des vieux, c'est un gage paradoxalement, notamment dans le monde végétal, d'une capacité à renaître et à durer, et à se renouveler. Alors quand on est un vieil arbre, donc, quand on est un vieil arbre, je m'excuse de revenir en arrière, mais être un arbre, ça veut dire être ici et tout le temps. Donc ça, c'est particulier pour une plante. Mais lorsqu'on est un arbre vieux, on est ici tout le temps et depuis très longtemps. Donc ça va amener un certain nombre de choses et ça va amplifier l'apport de ce que amène un arbre dans l'espace. Et ça, Ernst en a très bien parlé ce matin, de cette dimension quantique. Mais là, on va vraiment avoir, j'allais dire, plusieurs jeunesses à la fois, plusieurs temps et plusieurs âges engrammés, accumulés en un seul monument. Je veux dire, lignifier un seul monument végétal. Et c'est là où le vieil arbre va avoir ce rôle de relais, de fixateur et de diffuseur, encore plus amplifié que l'est déjà un arbre qui est déjà une plante géante. Alors je sais que tout ça est un peu abstrait, mais ça c'est une notion importante. Le vieil arbre, ce n'est pas quelque chose qui est en fin de vie. C'est quelque chose qui est dans la machinerie du vivant et qui, du fait de sa permanence et de sa longévité encore plus extrême, va jouer ce rôle amplificateur extrêmement important. Voilà. Et puis pour rappeler aussi que nos histoires d'arbres ne sont jamais absolument naturelles. Elles sont souvent des histoires naturelles et humaines, mais surtout dans nos campagnes, y compris dans nos forêts, bien sûr, et dans tous les espaces où l'humain est là. Et évidemment, la vie et l'évolution des arbres dans nos territoires sont surtout le fruit d'une coévolution. Et effectivement, la main de l'homme est souvent on le verra juste après, très forte chez les vieux arbres. Et puis, comme tout arbre, un vieil arbre, c'est une accumulation, mais c'est aussi la façon d'être traversé par différents flux et échanges. Et c'est vrai que lorsqu'on observe le vivant, le vivant, c'est plusieurs choses à la fois. C'est de la matière, évidemment, c'est de l'énergie, et puis aussi c'est de l'information. Et ça a été aussi développé ce matin, mais c'est une notion importante puisque ces lieux anciens, ces monuments, ces lieux de mémoire sont un véritable puits d'informations importantes à tout l'écosystème, hein, pour simplifier. Voilà. Et puis, ce que je suis en train de vous montrer là, tout simplement, c'est une trogne, un vieil arbre, un vieux capital tronc avec plein de jeunes et nouvelles repousses. Donc, cette idée de pouvoir être, en étant arbre, et notamment si on est un vieil arbre, d'être plusieurs jeunesses à la fois, et en tout cas plusieurs âges à la fois. Voilà. Alors, à l'échelle du territoire, on a
pas mal parlé de forêt ce matin, et c'est vrai que la forêt, c'est important, mais lorsque je vous parle de vieux arbres, ben, de quoi je vais vous parler? Qu'est-ce que l'on va voir en quelques images rapidement? Ben, c'est l'idée que l'arbre, il est effectivement forestier en forêt, il peut être aussi urbain, il peut être aussi champêtre, comme l'image que nous avons ici, ces vieux châtaigniers. Il peut être bocager, il peut être fruitier, il peut être routier, il peut être tout ça à la fois. Et c'est vrai que tous ces vieux arbres-là, quelle a été leur destination ou leur utilisation principale, bah, ils ont la même, la même utilité et le même besoin d'être là pour le renouvellement de la vie. Alors, on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet. En termes de planification, en termes de territoire, comment ça se passe? Comme tout arbre, euh, si on considère que toutes les générations d'arbres sont nécessaires à l'échelle du territoire, comme tout arbre, on va avoir besoin d'une dispersion, comme d'habitude, dans l'espace, le plus équilibré possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de forêt, on y reviendra, mais qu'il y ait quand même le plus d'arbres possible dans le territoire. Dans le temps, qui est un renouvellement continu, mais un renouvellement continu des vieux arbres. J'aurais pu vous mettre une image d'une jeune plantule qui, effectivement, j'espère, serait l'arbre séculaire dans 200 ans. Mais c'est vrai qu'on a hérité de ces vieux arbres-là, mais si on n'anticipe pas leur renouvellement, pas des arbres, mais des vieux arbres, c'est quand même malvenu. Et ensuite, effectivement, la dispersion, ou plutôt la diversification des espèces. Hein, là aussi, on a plutôt tendance à regarder les vieux châtaigniers, les vieux chênes, les vieux hêtres, les vieux ceci. Enfin, c'est bien aussi que, quelle que soit leur longévité, on puisse avoir toute une diversité. Voilà. Et puis à l'échelle du territoire, toujours les mêmes approches possibles. Hein. Dans l'espace, nos arbres, qu'ils soient jeunes, vieux ou moyens, on va les retrouver sous les formes classiques de la géométrie, des points, des lignes et des surfaces. Voilà, bientôt terminé. L'arbre dans la forêt, on a beaucoup parlé des vieilles forêts tout à l'heure, mais c'est vrai que, et ça a été très bien évoqué, l'arbre, la forêt les vieilles forêts ne sont pas une addition de vieux arbres, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a plusieurs âges aussi à la fois, donc ça c'est une notion importante. Et c'est vrai que de dire que bon, mais finalement, les vieux arbres, ce patrimoine-là, on va plutôt le consigner dans la forêt, ça ne marche pas. Hein. Et puis surtout, ça ne marche pas à l'échelle des territoires, parce que là, pour le coup, mettre tous les arbres dans une même maison de retraite, ça marcherait très mal. Et je le répète, ce n'est pas une maison de retraite, une vieille forêt, donc pour arbres. Donc, bon, mais tant mieux. Et puis ne pas oublier que ces vieux arbres, ils sont partout, ils sont très très près de nous parfois. Ils sont aussi en ville. Et c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire parce que des monuments végétaux comme celui-là, il y en a bien d'autres. Hein. Il y a différentes façons de les laisser perdurer sans forcément les éliminer. Hein. Comme ça, par exemple. On est en pleine ville, mais ça n'empêche pas de pouvoir avoir des arbres non seulement vieux, mais vraiment, vraiment fin de vie. Quand on se balade un peu dans le contexte urbain, on peut voir plein de choses un peu particulières aussi hein, pour essayer de maintenir, c'est le cas de le dire, ces arbres parfois impressionnants, comme ce cèdre qui est aubané de partout et étayé de partout aussi. Et puis, comme je le disais, des arbres en toute situation, quelle que soit leur nature, je répète, fruitière, champêtre, etc. Et puis, beaucoup d'arbres vieux dans les haies et notamment dans les bocages. Dans ces bocages où justement des pratiques comme la pratique du trognage, hein, pour résumer, a permis le vieillissement pour différentes raisons de ces arbres-là, parce qu'on avait plutôt intérêt à les conserver puisqu'ils continuent toujours à fournir leurs branches dès qu'ils sont étêtés. Et puis voilà, tout simplement parce que le renouvellement semblait être moins nécessaire et on peut les garder beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc c'est vrai que nos bocages regorgent de ces vieux arbres avec des caractéristiques particulières. Et puis l'idée aussi, c'est que le fait de pouvoir cultiver régulièrement ces arbres participe au moins en partie à accentuer cette capacité de se rajeunir en permanence et donc de pouvoir faire perdurer plus longtemps l'arbre et le faire vieillir. Et puis voilà, et puis malheureusement, parfois le bocage est un peu délité, mais ces arbres forcent le respect
et reste toujours là. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de ne pas garder des arbres trop isolés, les vieux arbres les uns des autres, on en a parlé aussi. C'est un enjeu qu'on va sans doute être obligé d'aborder dans notre atelier, parce qu'on a bien envie de faire du propre et de pouvoir les éliminer, parce que c'est peut-être dangereux, ou parce qu'on ne sait pas du tout même la valeur que ça peut avoir. Et ça devrait être vraiment beaucoup plus inscrit dans la conscience et dans la conscience des aménageurs. Et puis, comme tout autre arbre aussi, la possibilité d'arbres dans le territoire, c'est déjà dans l'espace public ou semi-public, une grande possibilité sur les réseaux, les bords de voirie, les bords de cours d'eau, et évidemment sur toutes les bordures qui existent, au moins sur les bordures, pouvoir non pas éliminer, mais laisser vieillir et laisser mourir les arbres. Voilà. Donc un enjeu, un enjeu, celui de permettre aux vivants de disperser un peu toute ces jeunesses, de pouvoir laisser habiter et se diffuser un peu toutes ces mémoires végétales. Hein. On a des statistiques là-dessus, hein, selon l'approche que l'on a, pour vraiment que ces mémoires biologiques puissent habiter et vraiment se répandre sur l'ensemble de la surface. Voilà. Donc je vais laisser la parole à mes collègues qui en diront un peu plus sur les façons d'agir. Merci à vous. Merci beaucoup Bruno pour cette belle introduction à cette table ronde sur la planification territoriale. Donc, je vais laisser la parole ensuite aux différents intervenants. Donc, on va essayer. Est-ce que Ludivine Carrère de la DDT 65, que vous nous entendez? Allô, allô? Oui. Oui, Ludivine. Ah, parfait. Oui. Donc, je vais vous laisser la parole. Juste voilà, à chaque intervenant, vu qu'il nous reste 1 heure pour présenter un petit peu des éléments plus gardés, ce serait bien de garder 15-20 minutes d'échange avec la salle. Donc, si chaque intervenant peut respecter à peu près 5 à 7 minutes de parole, comme ça, on peut ensuite discuter entre nous au niveau de diverses questions. Donc, je vous laisse la parole, Ludivine. Merci beaucoup. Oui, donc la protection donc, des arbres dans la planification, donc on peut trouver plusieurs types d'outils qui peuvent être utilisés dans le cadre donc, de l'élaboration des documents d'urbanisme et en particulier des plans locaux d'urbanisme, que ce soit à l'échelle communale ou intercommunale. Le code de l'urbanisme prévoit ce qui est identifié comme les espaces boisés classés, où il y a aussi un article qui est le L151-23 qui permet en fait d'identifier des éléments du paysage, et donc ça peut être également des arbres, des alignements d'arbres. Voilà, donc c'est une protection qui permet donc à ces espaces boisés donc de garantir leur maintien, qui présente donc un intérêt majeur, et assurer donc la pérennité donc de la destination de ces espaces. Et donc ça se retranscrit par l'obligation d'une déclaration préalable pour toute coupe ou abattage. Voilà. Donc nous, dans les Hautes-Pyrénées, ces deux outils sont utilisés. On a 7 PLUI en cours, dont 3 qui viennent d'être arrêtés. Et donc, par exemple, le PLUI Valence-Côte Orlouron a utilisé le BC pour 1400 et quelques hectares de surface boisée, qui avait donc un intérêt de les protéger. De même que le PLUI du canton d'Aussin a également utilisé le BC pour des espaces boisés d'intérêt majeur. Le PLUI du canton d'Aussin a également utilisé donc d'autres outils en créant donc des trames boisées ou des espaces naturels d'intérêt autour des récifs non protégés, afin d'y associer un règlement
en vue de la protection donc, de ces espaces. Et enfin, il y a tous les documents d'urbanisme utilisent l'article L 151-23, donc d'identification d'éléments du paysage, pour identifier entre autres des arbres, ce qui est le cas par exemple dans un PLU de Castéralouc que j'avais donné un exemple dans mon diaporama pour justement, il s'agissait donc de boisements qui étaient marquants à l'entrée du village ou d'espaces arborés à préserver. Ensuite, en planification, il y a aussi les périmètres et zones de protection de monuments historiques qui permettent donc de situer un arbre au sein d'un périmètre d'un monument naturel classé ou inscrit qui ne peut être abattu sans autorisation donc, et qui faut un avis conforme du service territorial de l'architecture et du patrimoine. Il y a aussi les protections liées à l'élaboration de secteurs sauvegardés par les AVAP et les ZPPAUP, enfin les ex-AVAP et ZPPAUP, qui sont devenus donc des sites patrimoniaux remarquables et qui permet également d'identifier sur le règlement graphique, par exemple sur la VAP de Lourdes, des alignements d'arbres qu'il faut préserver, entretenir, et donc il y a un règlement spécifique lié à cette identification dans les AVAP et la VAP de l'eau. Voilà ce que je peux dire sur les outils offerts par le Code de l'urbanisme et dans le cadre donc, de la protection des arbres. Merci. Merci beaucoup Ludivine pour ces présentations, enfin ces exemples et ces cadres qui existent et qui peuvent être mobilisés. Je propose, sans plus attendre, parce que le temps passe, de donner la parole à Monsieur Pucheux, puis à Monsieur Druneau. Ensuite, on verra le CAUE et FNE, Midi-Pyrénées. Donc, Monsieur Pucheux, voilà, si en 5-7 minutes, vous pouvez nous présenter un petit peu au niveau de l'Office national des forêts, comment vous voyez les choses, quelles sont les articulations avec le code forestier, enfin surtout le régime forestier. Oui, merci. Donc, alors, j'ai pas fait de présentation comme ce matin, ça va être de l'oral. En fait, nous, on est ONF, gestionnaire donc, des forêts publiques communales et domaniales, en général consulté dès qu'il y a une révision de plan local d'urbanisme ou de documents d'urbanisme type SCOT, etc. Et le constat qu'on fait depuis plusieurs années, en fait, c'est que les bureaux d'études chargés de ce genre d'opération pour le compte des communes oublient complètement l'aspect régime forestier dans leur analyse. C'est complètement éludé des analyses qui sont faites, alors que Madame Carrère vous a présenté effectivement les principes des EBC et compagnie. Le régime forestier en lui-même est déjà un régime prévu par le code forestier de protection de la propriété forestière déjà fort, quoi. Donc en général, lorsqu'on donne un avis sur un PLU et tout ça, on a toujours à peu près le même type de réponse qui se fait. N'oubliez pas qu'il y a telle et telle zone qui sont sous le régime forestier dans la forêt, qui sont donc protégées au titre de l'article L211.1 du code forestier, etc. etc. Et en général, pour ces zones-là, pour nous, ONF, on analyse que la protection du régime forestier fait qu'un doublon avec un EBC n'est pas forcément adapté dans ces circonstances, puisqu'il y a déjà un régime de protection via le code forestier. Ce qui est aussi souvent omis par les différents bureaux d'études qui font des analyses du territoire, etc., c'est aussi une autre réglementation du code forestier qui est encore plus restrictive que le régime forestier, qui s'appelle
la réglementation des forêts de protection, définie par l'article L141.1 du Code forestier, qui, elles, ont... alors, ces forêts de protection, c'est le cas, par exemple, du massif de Bouconne autour de Toulouse, mais ça peut être aussi le cas de certains massifs en montagne, puisqu'au départ, ce statut de forêt de protection avait été établi principalement pour tenir compte des problèmes liés au risque naturel. Ça fait suite à ce qu'on appelle la loi Chauveau, qui est de 1933, je crois, je fais ça de tête, il me semble que c'est ça, qui avait été censé donc mettre en place des protections pour tout ce qui est forêt avec justement des problèmes de risque naturel, de choses comme ça. Donc, risque naturel, c'est glissement de terrain, c'est avalanche, etc. Donc, il y a ce régime-là qui existe aussi, qui lui, est très, très contraignant, on va dire, pour les propriétaires, puisque toute excavation y est interdite, toute construction de pistes qui n'est pas dans une vocation forestière, d'exploitation du fond, de façon à pouvoir faire perdurer la forêt est interdite, etc. Donc, on regrette, voilà, c'est le constat qu'on fait de manière générale sur tous les PLU, cet aspect régime forestier, cet aspect forêt protection qui touche aussi bien les forêts publiques que les forêts privées, est complètement éludé par les bureaux d'études qui font ce genre d'analyse. Et donc, à chaque fois, on fait un rappel là-dessus, sur ces aspects-là, dans les différents avis qu'on peut donner sur les PLU. Autre point, après, ça reste du bon sens, en fait. Les aménageurs, souvent, cherchent à pouvoir mettre des zones constructibles au plus près des forêts, des arbres ou des choses comme ça. Donc, on fait souvent aussi parce que ce n'est pas forcément réinscrit après dans les règlements des PLU ou des choses comme ça, des choses de bon sens. Hein. C'est-à-dire qu'un arbre qui est présent, qui fait 20 mètres de haut ou parfois 30 ou 40 mètres de haut, il était souvent présent avant le bâtiment qui s'est construit. Et ce qui arrive malheureusement, c'est qu'une fois qu'un bâtiment est construit en bordure d'un arbre ou d'une forêt, la demande du propriétaire est souvent: mais est-ce que vous ne pourriez pas couper l'arbre parce que s'il y a du vent, ça va me tomber sur le bâtiment, etc. Donc en fait, dans les documents d'urbanisme, il faudra avoir un bon sens tout simple au départ, c'est que tout bâtiment devait être à une certaine distance d'un arbre remarquable, d'une forêt, d'une lisière forestière, etc., de façon à pouvoir préserver justement ces éléments du paysage et du patrimoine qui existent et qui étaient bien avant les bâtiments qui ont pu se construire à une époque donnée. Donc voilà, donc c'est en gros les grands, on va dire, les grandes thématiques qu'on rappelle nous dans les avis liés au PLU. Comme je le disais, en forêt publique, donc forêt communale ou forêt domaniale, on revendique pas la nécessité de mettre en place un EBC, un espace boisé classé, qui est une réglementation propre au code de l'urbanisme, tout simplement par le fait que on considère que le régime forestier est déjà un statut de protection suffisant pour l'espace forestier qui est à protéger. Voilà pour moi. Merci, monsieur Pucheux. Donc, on voit effectivement à faire attention peut-être à des doublons ou des enchevêtrements de différents codes au niveau de la forêt publique. Qu'en est-il au niveau de la forêt privée ? Alors oui, merci. Donc, je suis Sébastien Druineau, je suis directeur adjoint au Centre régional de la propriété forestière. Donc, nous, on est un établissement, une délégation régionale d'établissements publics en charge de développer, de promouvoir une gestion forestière durable au sein des forêts privées. Et effectivement, on est interrogé lorsque les collectivités renouvellent leur PLU sur les contenus. Et je vais avoir un certain nombre de propos qui vont rejoindre un petit peu celui de mon collègue de l'ONF. Effectivement, il y a cette question des zonages qui apparaît et sur lequel on s'interroge. Au demeurant, par rapport à la thématique du jour, on est vraiment sur la question d'une trame de vieux bois. Donc, ce que je vais dire, peut-être la réserve que je peux avoir sur un certain nombre de zonages qui nous paraissent excessifs ou du moins proposés pour de mauvaises raisons, ne vaut pas forcément par rapport à une problématique trame de vieux bois ou par rapport à des éléments singuliers de paysage qui mériteraient, eux, d'être protégés. Ce qu'on constate en effet, c'est que parmi les zonages qui ont été cités par Madame Carrère en début de table ronde,
on peut avoir une explosion d'espaces boisés classés ou d'éléments de paysage à préserver, soit au titre de l'environnement, c'est l'article L151-23, soit pour des motifs culturels, c'est le 151-19, c'est son cousin germain, et que souvent, en fait, ces propositions, elles émanent plus du bureau d'études que des élus eux-mêmes. Enfin, donc, on voit bien, hein, souvent, on a des salves de PLU qui arrivent parce que, je ne sais pas, il y a eu un prix de gros dans un coin de département, c'est le même rédacteur, et on a des propositions qui sont un petit peu de même nature. Et moi, je comprends que les élus, dans un PLU, ils ne sont pas forcément spécialistes du sujet forestier, pas forcément spécialistes d'environnement, et ils sont surtout très, très préoccupés par les enjeux économiques de l'aménagement du territoire, les enjeux de qualité de vie, la circulation dans les centres-villes ou dans les centres-villages. Effectivement, ça peut être un sujet qui, non pas qui passe à la trappe, mais qui est examiné peut-être avec un point de vigilance. Donc, nous, on a une vigilance par rapport à ça. On pense qu'il faut faire un zonage pour de bonnes raisons. Une trame je veux dire, des vieux bois, des îlots présentant des caractéristiques de maturité ou des éléments singuliers de paysage, des trognes, des linéaires et tout ça, ça peut justifier un classement. Ce qui nous alerte un petit peu plus, c'est quand on voit des EBC sur des grandes surfaces de forêt qui ne présentent pas de caractéristiques singulières de maturité, sur lesquelles il n'y a pas forcément d'enjeu en termes de paysage, etc. Enfin, des communes qui classent par défaut l'ensemble du patrimoine forestier en EBC, on se dit là, il y a un problème, surtout des communes rurales. Donc là, effectivement, on pose la question de savoir si c'est bien le bon outil. Et la parade à ça, c'est éventuellement de la formation ou de l'information. Très souvent, on s'aperçoit, enfin, on a eu des échanges au sein des DDT, je pense à une réunion qu'on a eue avec des bureaux d'études sur le Gers, il y en a eu dans le Tarn. On se rendait compte que la problématique qui était ciblée par les bureaux d'études, c'était, voilà, elle voulait répondre à une alerte des élus qui voulaient absolument lutter contre le défrichement. En effet, il y a un code forestier qui, dans les massifs forestiers un peu importants, présente des garanties en termes de défrichement. Enfin, c'est assez solide, quoi. C'est assez facile de s'opposer à un défrichement sur un massif forestier un peu important. Et il y a quelques éléments, critères qui ne peuvent pas être avancés pour refuser un défrichement. C'est par exemple le paysage. Et ben, ça tombe bien, on est pile, c'est-à-dire dans ce qu'on peut attendre d'un espace boisé classé qui, à l'origine, était plutôt un espace vert au sein d'une trame urbaine, d'un espace qu'on voulait préserver par rapport à la qualité de vie des gens. Donc là-dessus, on peut essayer d'être un peu sélectif dans les zonages qu'on met en avant. Et au demeurant, je le répète, s'il y a une problématique vieux bois ou forêt présentant des caractéristiques de maturité, ça peut être un motif légitime de classement, mais plutôt, je dirais, au titre de l'article 151-23 du Code de l'urbanisme. Voilà. Il y a toujours cette vigilance sur le fait de faire porter aux élus, finalement, une responsabilité technique sur un sujet un peu pointu. Après, deuxième, pour prendre la contrepartie, effectivement, ces classements, ils obligent le propriétaire de bois à une déclaration qui est une pseudo-demande d'autorisation, puisqu'en fait, la non-réponse vaut opposition à la demande. Et donc, c'est quand même assez verrouillé. Au demeurant, il y a des types de coupes qui échappent. Alors, ce sont des arrêtés préfectoraux qui sont pris dans les départements qui échappent aux demandes de déclaration préalable. Et le fait d'avoir une garantie de gestion durable permet aussi d'échapper à ces demandes de déclaration, à ces déclarations préalables. Un propriétaire forestier qui gérerait sa forêt de manière tout à fait raisonnable, qui n'aurait pas connaissance en fait du classement de sa forêt, qui aurait une garantie de gestion durable parce que en fait le schéma de gestion qu'il propose est conforme au schéma régional de gestion sylvicole, qui aurait identifié des vieux bois mais qui n'en aurait pas fait, qui aurait décidé de pas forcément les sanctuariser, pourrait très bien finalement proposer une coupe de bois de manière sans avoir à réaliser de déclaration, et finalement
Dans ce cas-là, le zonage, il est pas efficace. Donc, on loupe un peu le coche. Donc là encore, c'était une discussion qu'on avait avec Sophie Maillet hier. Il y a peut-être une parade, c'est le porter à connaissance. Et c'est vrai que nous, on est consultés au moment de l'élaboration, de renouvellement des PLU sur les propositions techniques qui touchent à la forêt, mais on n'a pas d'éléments comment dirais-je, on n'a pas sur un SIG collectif connaissance des zonages ayant trait au code de l'urbanisme, du moins les EBC et les éléments de paysage à préserver. C'est cette information qui nous permettrait peut-être d'être un petit peu plus vigilants parce qu'il y a des arbres qui ont été identifiés par la collectivité comme un élément de trame et ils s'intègrent dans une trame. C'est cette dimension d'intégration dans une trame qui peut échapper au propriétaire quand il réfléchit la gestion à l'échelle de sa forêt en elle-même. Donc, en tout cas, se porter à connaissance, nous, on est plutôt, j'allais dire, favorable à la carotte qu'au bâton. Hein. Donc, si on peut inciter les gens à mettre en œuvre des bonnes pratiques, on préfère le faire par l'incitation que par la contrainte. En portant à connaissance, on peut attirer l'attention sur le fait que ces arbres-là en fait, s'intègrent dans une dimension un peu plus large quand on regarde les choses de plus haut, dans une trame, dans une connectivité, quelque chose comme ça. Et donc, ça vaudrait le coup peut-être de les traiter différemment et de préserver cette connectivité. Donc, ça, c'est un truc qui peut peut-être être réfléchi. Et puis, le troisième élément de réflexion, c'est le pas de temps, parce que sur tout ce qui touche à la maturité, on est sur des pas de temps extrêmement longs. Donc, en fait, on peut essayer de se donner une visibilité au travers des documents d'urbanisme à 10, 20 ans. Enfin, je connais pas, je crois que les PLU, il n'y a pas de durée maximale pour un plan local d'urbanisme. Enfin, ils sont quand même régulièrement renouvelés. Et si, à un moment donné, on devait réfléchir à des stratégies de conservation à plus long terme, pour le coup, je pense que le code de l'urbanisme ne serait pas le bon outil. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une légitimité à avoir une stratégie de conservation à long terme sur un espace qui présente des singularités, une forêt à haute valeur écologique, il faut doubler ça d'une réglementation qui relève du code de l'environnement et qui permet de préserver à plus long terme. Alors, il y a aussi des dispositifs contractuels qui permettent de s'engager sur le long terme, mais peut-être que ça dépasse ce que peut appréhender le code de l'urbanisme. Donc voilà, et puis pour conclure, effectivement, le code de l'urbanisme, il organise l'aménagement du territoire à l'échelle d'un territoire qui est communal, mais finalement, une forêt qui dispose d'un document de gestion durable, c'est un mini-territoire aussi. Une forêt sous aménagement, donc une forêt publique, c'est parfois très étendu, c'est aussi un mini-territoire et c'est aussi des éléments de réflexion qu'on essaie d'intégrer dans les projets de gestion des propriétaires forestiers, qu'ils soient publics ou privés. Je pense que M. Pucheux a dû en parler ce matin. Nous, on essaie de sensibiliser les propriétaires à l'intérêt qu'il peut y avoir à garder des éléments de vieux bois, soit au titre du paysage, soit au titre de l'environnement, soit aux deux. En général, c'est souvent aux deux. À avoir cette réflexion parfois conservatoire sur une portion de leur forêt et tout du moins à peser les enjeux. Donc, voilà. Donc, il y a une complémentarité entre l'aménagement du territoire sur un territoire communal qui croise en fait différents types de propriétés et puis la réflexion d'aménageur qu'a le propriétaire foncier sur son terrain de jeu à lui, sa propriété forestière. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci beaucoup. Donc, à ce stade-là, on peut comprendre effectivement qu'il faut faire attention quand il y a des forêts qui ont déjà un document de gestion durable avec le régime forestier qui s'y applique, de la part des bureaux d'études et des élus d'en prendre conscience et peut-être d'éviter parfois des millefeuilles. Néanmoins, il y a pas mal de forêts qui n'ont pas forcément de document de gestion durable au sein de la forêt privée. Donc là, par contre, effectivement, ces zonages-là peuvent être intéressants, mais bien sûr accompagnés d'actions, d'information, de sensibilisation et de mise à disposition de données. Et comme vous disiez, vraiment de sensibilisation et d'information. Je vais donner la parole
à Monsieur Poul du CAUE, directeur du CAUE du Gers. Pardon. Oui, bonjour. Alors, du coup, je vois que le temps est passé, donc on va essayer de faire très court. Moi, je voulais justement rebondir un peu sur ce qui était dit. Alors, donc, les CAUE, on travaille beaucoup avec les collectivités sur les questions d'urbanisme et d'aménagement un peu au sens large. Puis chaque CAUE a un peu des interventions différentes selon les territoires, les réseaux d'acteurs. Voilà, nous, dans le Gers, c'est vrai qu'on travaille beaucoup et on s'appuie beaucoup sur Arbre et Paysage. Mais voilà, moi vis-à-vis de tout ça sur les documents de risque, c'était d'insister. On a beaucoup travaillé sur les documents de risque sur le fait que voilà, il y a un vrai enjeu à ce que on utilise les bons outils pour classer. Alors sur les gestions forestières, il y a une question qui était sur les ripisylves, comment on les protège. Que le document de risque, c'est une palette d'outils pour choisir la bonne protection. Mais par contre, nous, on veut vraiment alerter sur ce côté un peu transversal politique publique, c'est que ce n'est qu'un outil de protection et ce n'est que des mesures opposables aux tiers. Et que quand on fait un document d'urbanisme, effectivement, il ne faut vraiment pas oublier tout le volet qui a été évoqué. Là, c'est un peu le bâton, c'est un peu l'élément réglementaire, le coercitif. Et il faut aussi travailler sur la carotte, il faut aussi travailler sur la sensibilisation, l'information, la pédagogie. Et aussi un des piliers importants d'une politique publique, tout ce qui est mettre autour de la table tous les réseaux d'acteurs locaux. Et c'est là où moi je trouve que dans les documents de risque, un des éléments les plus intéressants, c'est ça, c'est que le document de risque, c'est pas seulement des mesures réglementaires qu'on va pouvoir sortir à la fin, qui du L151-23, l'élément paysager, qui de l'EBC, qu'est-ce que je mets dans l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone AU, voilà. Mais c'est surtout un temps et un moment pour lequel on peut, dans un territoire, discuter avec tous les acteurs sur justement la place, alors globalement la place de la biodiversité, les questions de biodiversité, la place de l'arbre, la place du vieil arbre, et dans tous les espaces. Et ça nous semble, nous, vraiment quelque chose de très important, plus que je veux dire, la panette de l'outil à la fin qui va arriver, la mesure de protection qui va tomber. Voilà. Parce que derrière, on sait bien, nous on travaille aussi beaucoup sur les questions de patrimoine bâti, que c'est pas parce qu'on a une règle que derrière, elle sera appliquée. Par contre, tout le travail de pédagogie qu'on fait autour de la règle dans la phase amont et de conception, ça nous paraît un des premiers points importants. Et le deuxième point, moi, sur lequel je voulais insister, c'était aussi, alors Bruno en a parlé rapidement en introduction, c'est qu'effectivement, l'arbre, il a sa place partout. Nous, on travaille sur tous les espaces, les espaces agricoles et naturels, peut-être un peu moins. Par contre, on travaille dans les espaces très urbains, on travaille dans les zones d'activité. L'arbre et le vieil arbre a sa place partout, et qu'un des grands domaines sur lesquels il faut travailler avec les élus, c'est justement déjà la gestion du patrimoine arboré, ne serait-ce que public, autour des espaces publics, sur les systèmes viers. Et quand on travaille, nous, sur les territoires, on se rend compte que rien que sur ce sujet-là, et là, ce n'est même pas les mesures de protection qui seront utiles, parce qu'on est vraiment sur du domaine public. Donc, si on arrive à convaincre les élus de s'intéresser à ce patrimoine arboré, et les vieux arbres en particulier, on a plein de choses à gagner, et il y a vraiment beaucoup de place et d'espace, rien que dans le domaine public, pour travailler sur cette question de la protection de l'arbre. Voilà, ça c'était les deux points que je voulais évoquer. Et après, quand même aussi, pour parler d'initiatives de certains collègues, je ne sais pas si vous connaissez aussi les travaux de nos collègues du CAUE 77 qui sont faits avec l'association Arbre, et qui portent en ce moment des réflexions sur justement une proposition alors je ne sais pas si ce n'est pas de texte de loi ou de proposition de meilleure prise en compte de l'arbre-forêt dans les différents codes et les protections réglementaires, mais pas que. Voilà, ils ont fait sur leur site, il y a toute une série de documentation. C'est un CAUE qui est assez pilote et qui travaille beaucoup sur ces questions de la place de l'arbre. Voilà pour ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Monsieur Poul. Et donc, je vais passer la parole à Hervé Ourcade de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, qui représente une fédération d'associations de protection de la nature. Et ensuite, on pourra, je pense avoir oublié personne, on pourra ensuite voir quelques petits échanges entre vous, mais aussi avec les personnes de la salle virtuelle qui auraient des questions entre le chat. Et puis, vous pourrez directement poser vos questions aux intervenants. On pourra lever la main, on verra dans les petites réactions là, et puis on prendra les tours de parole. Je te laisse la parole, Hervé. Merci, Sophie. Juste à titre de vérification, est-ce que je partage bien mon écran avec tout le monde? Oui. Oui. Ok, parfait, merci.
Donc, bonjour tout le monde, je vais essayer de faire très court sur un sujet où il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire et sous réserve, parce que je vais avoir des remarques bien entendu sur un peu la position de nos associations de protection de l'environnement. Donc, sous réserve des différentes échelles, on parle d'arbres, d'alignement, de secteurs boisés, de forêts, avec bien entendu des statuts qui sont particulièrement différents ou des situations différentes, que ce soit sur un milieu rural ou un milieu urbain. Aussi du fait que je vais uniquement parler du code de l'urbanisme et qu'en parallèle, plusieurs outils dont un certain nombre ont été évoqués ce matin, notamment sur le code forestier, mais aussi au titre du code de l'environnement, pour être mobilisés, notamment s'il y a des enjeux en termes d'espèces protégées ou d'habitat d'espèces protégées au titre des arrêtés de protection de biotope et des arrêtés de protection des habitats naturels. Donc, ceci étant dit, je vous rappelle uniquement que les associations de protection de l'environnement qui sont agréées ont un accès un petit peu privilégié à l'élaboration de ces documents d'urbanisme et notamment des plans locaux d'urbanisme et des schémas de cohérence territoriaux. Donc, dans l'obligation générale qui est prévue, mais qui n'est pas définie volontairement par le code de l'urbanisme, qui est une obligation de concertation pendant toute la durée d'études et de concertation. Donc, c'est la première étape que vous avez sous les yeux et qui est définie selon la volonté des auteurs et des élus par des modalités d'information et de participation plus ou moins importantes. Il y a une possibilité pour les assos agréés d'être consultés à leur demande, donc du moment qu'elles en produisent effectivement cette sollicitation, et d'avoir un accès permanent et à n'importe quel moment, c'est ça qui est intéressant, à n'importe quel stade de l'élaboration de ce document, à tous les documents qui composent l'élaboration de ces documents. Mais la petite particularité, je le précise, mais pour avoir des compléments de Sophie pendant les questions sur ce point, c'est qu'effectivement, Néo, à la demande de collectivité, peut être identifié comme une personne publique associée, même si effectivement le code de l'urbanisme ne prévoit pas les associations agréées comme des PPA initialement. Elle rend des avis à la demande notamment de collectivités, il me semble, des Hautes-Pyrénées en tant que PPA. Donc c'est un premier moyen de s'exprimer. Il y a aussi bien entendu un travail de veille de nos associations sur toute la publication des avis de l'autorité environnementale qui sont émis sur des PLU et des SCOT qui sont soumis à des évaluations environnementales. Vous avez aussi toutes les phases d'enquête publique. Et enfin, bien entendu, la participation aux commissions départementales en charge de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les CTP-NAF. Donc ça, c'est sur comment est-ce que les associations peuvent participer à ces documents. Sur le fond, il y a plusieurs points de vigilance, mais je vais aller très vite. D'une part, sur les documents qui ne sont pas prescriptifs, qu'on va appeler rapports de présentation et projets d'aménagement et de développement durable. Bien entendu, la première attention particulière, et ça dépendra du niveau d'exigence qui va être fixé par les élus, c'est qu'il y ait bien entendu tous les éléments de la TVB qui sont identifiés. Donc, quand je dis TVB, j'inclus nécessairement tous les enjeux forestiers, arbres, vieux arbres, etc. Donc, que ces éléments soient identifiés, mais pas uniquement référencés, mais qu'il y ait des inventaires naturels qui soient suffisamment importants. Alors, bien entendu, avec une limite financière qu'on connaît, mais qui permettra de pouvoir croiser les différents enjeux en présence, parce que c'est bien là l'utilité de cet outil, c'est de pouvoir croiser enjeux environnementaux, économiques, sociaux, et pouvoir déminer à l'avance peut-être des conflits qu'il pourrait avoir sur certains aménagements qui vont peut-être créer des ruptures de continuité, de corridors, d'alignement boisé. Autre point de vigilance, c'est bien entendu le respect de la séquence éviter, réduire, compenser, qui est très souvent oublié dans le cadre de la planification territoriale, mais qui, selon le code de l'urbanisme, doit être respecté. Donc, ceci implique nécessairement d'avoir une réflexion, une recherche systématique de l'évitement. Et donc, dès qu'on décide d'ouvrir à l'urbanisation un secteur, un milieu boisé, un secteur boisé par exemple, une démonstration de la recherche d'un évitement. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir l'urbanisation dans un autre secteur de la commune par exemple ou de l'intercommunalité? Autre point qui est indirectement lié, c'est le point de vigilance sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui est une obligation que vous savez dans ces documents. Et les objectifs qui vont découler de ce bilan, ces objectifs qui sont chiffrés pour les années à venir. Et je vous invite à prendre connaissance d'une récente décision du tribunal administratif de Toulouse sur ce point, qui est assez intéressante et qui renforce justement la vigilance sur ce point.
Sur l'aspect PADD, je vais très vite. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les élus s'emparent réellement de ce sujet et placent la TVB comme une des composantes du projet de territoire, voire mieux, comme un élément structurant et donc comme une priorité. Et tout ceci devra bien entendu derrière se décliner dans un rapport de cohérence vers des documents prescriptifs qui vont venir justement protéger de manière proportionnée, bien entendu, aux enjeux en présence, ces milieux de la trame verte et bleue. Là, je vous ai pris juste 2 exemples pour illustrer sur un SCOT, par exemple, de la vallée des Caves, cette autorité environnementale qui émet donc des avis sur les évaluations environnementales de ces documents, relève, et ça c'est un point que nous aussi on identifie, qu'une orientation, d'un document d'orientation et d'objectif, un DOO, est insuffisamment prescriptif. Effectivement, c'est le problème de ces dispositions qui sont rédigées de manière trop générale, trop floue et qui n'entraînent donc aucune conséquence pratique en termes de portée réglementaire et de protection de ces milieux, notamment dans leur rapport de compatibilité avec les plans locaux d'urbanisme inférieur. De la même manière, un autre exemple sur un PLU à Montgaillard en Ariège, où on voit qu'effectivement là on a une ouverture future à l'urbanisation sur un secteur boisé de la commune, sans aucune justification, sans aucune recherche de la séquence ERC, sans démontrer qu'il n'y aura pas d'impact. Donc ça, c'est des points sur lesquels on est particulièrement vigilant et j'en viens un petit peu au cœur des observations et je vais très vite. Ce que je viens d'expliquer, c'est que si on a un rapport de présentation et donc une évaluation environnementale qui est suffisamment complète, qui identifie de manière proportionnée aux enjeux du territoire ces alignements de haies, d'arbres, ces arbres remarquables et ces espaces boisés, derrière, bien entendu, face à ce constat, on aura un projet politique, un PADD, qui en tirera les conséquences et qui sera une des priorités du territoire, leur préservation. Et puis derrière, nécessairement, c'est ça qui est intéressant, on aura des éléments réglementaires qui ont été cités, des espaces boisés classés, des éléments remarquables, des sous-zonages, etc., qui viendront préserver les enjeux qui auront été mis en lumière par ce rapport de présentation. Donc, le point de départ, c'est bien entendu un bon rapport de présentation. Je rappelle que ce rapport de cohérence est contrôlé par le juge administratif, donc il est vérifié effectivement par la justice s'il y a des contentieux contre ces documents d'urbanisme. Sur les espaces boisés qui sont soumis au régime forestier ou à des documents de gestion durable dans les forêts privées, bien entendu, et c'est déjà été dit plusieurs fois pour éviter les enchevêtrements, il n'y a pas de demande supplémentaire à ce qui est déjà prévu par ces régimes, si ce n'est des sensibilisations des élus aux éventuelles possibilités de création d'îlots de naissance si, bien entendu, le cas particulier le justifie. Pour le reste, et c'est là où c'est plus intéressant d'utiliser les outils urbanistiques, pour les boisements qui sont ponctuels ou qui, pour les boisements privés, ne sont pas réglementés par un document de gestion durable, là, effectivement, peut être utilisé l'espace boisé classé comme outil et autres. De la même manière, dans ces documents réglementaires, on peut utiliser les zonages indicés qui ont un intérêt puisqu'ils permettent d'assurer une continuité, que ce soit dans des espaces agricoles ou naturels, une continuité écologique, des alignements d'arbres. Et donc, ils ont un intérêt aussi pédagogique puisqu'ils imposent, si effectivement il y a une volonté et un travail de concertation qui est réalisé avec tous les acteurs, une fois de plus, ça a été dit juste avant, ils ont un intérêt pédagogique parce qu'ils impliquent de devoir justifier pour les élus ces sous-zonages et les réglementations qui sont appliquées. Là, je vous ai repris un exemple d'un CRU, il me semble justement, le fait que dans une zone agricole qui a été appelée ACO, on a fixé une règle de protection de tous les linéaires boisés supérieurs à 100 mètres et une règle de compensation pour le reste. Donc, on voit qu'on peut, à la carte, si on en a la possibilité et l'envie, réglementer ces sous-zonages. On peut utiliser là aussi à la carte, une fois de plus, selon les intérêts en présence, la protection des éléments du paysage, voire même avec une portée juridique encore plus importante pour les milieux urbains, localiser dans ces zones des continuités écologiques qui deviendront inconstructibles. Et donc là, c'est bien entendu réservé aux milieux urbains. Et je conclus sur les alignements d'arbres. Un point qu'on répète régulièrement, c'est le fait que
depuis la loi biodiversité, comme vous le savez, ces alignements, ces allées d'arbres qui bordent des voies de communication bénéficient d'un régime de protection, alors qui est inabouti, bien entendu, puisque le décret d'application n'est pas sorti, et en l'occurrence, le CAUE 77 milite activement pour que, et comme plusieurs associations, pour qu'on ait un décret qui puisse être publié dans les meilleurs délais, sachant que c'était il y a 5 ans. Mais en tout état de cause, ce régime de protection interdit toute destruction, toute atteinte, sauf motif de sécurité, motif sanitaire ou des dérogations expressément délivrées, du porter atteinte à ces alignements. Donc, nécessairement, si on a ce régime de protection dans le Code de l'environnement, ça peut être bien qu'à travers l'outil urbanistique, on retrouve cette protection à travers un des outils qui interdirait cette coupe. Et puis, je termine là-dessus, sur les orientations d'aménagement et de programmation, c'est un outil qu'on n'a pas tendance à particulièrement mettre en valeur, mais bien entendu, ça s'est adapté au cas particulier. Pourquoi? Parce que la rédaction est très importante, puisqu'on est dans un rapport juridique qui est différent. On n'est pas dans de la conformité, contrairement aux éléments du règlement et du plan de zonage. Il y en a dans un rapport de compatibilité, vous savez peut-être, avec des jurisprudences qui sont vraiment très restrictives sur cet aspect-là, donc qui n'en font pas, sauf à venir compléter ce qui existe déjà dans le règlement, qui n'en font pas donc un outil privilégié par nos institutions. On est terminé, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette dernière présentation qui fait état effectivement voilà, de... Hervé, je pense que tu peux... ou c'est le temps peut-être que ça se mette en place de quitter le mode partage d'écran. Je suis en train d'essayer de le quitter. Sur le partage d'écran, tu sais, tu as un petit bandeau vert sur oui. Et sur la droite, tu as quitté. Désolé, je le cherche. Pas de souci. Ça doit être bon. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Donc voilà, sur quels sont les différents leviers effectivement qu'on peut mobiliser. Donc effectivement, au niveau des questions, parce que c'est parfait, on est super bon dans le timing. Merci à vous toutes et tous d'avoir respecté les temps de parole et équilibré les temps de parole. Du coup, effectivement, il est 15 h, il nous reste 20 minutes d'échange. Donc déjà, je vais vous proposer, vous avez en bas, quand vous mettez la souris, vous avez différents logos, différents boutons qui s'affichent, notamment le bouton de discussion. Et quand vous appuyez sur le bouton de discussion, vous avez la liste des personnes qui s'affichent sur la droite et vous avez à droite de l'écran, lever la main. Donc, ça, vous pouvez appuyer dessus, comme ça on pourra voir qui veut prendre les temps de parole, étant donné que là, on a tous le micro, on est tous libres d'utiliser le micro, mais histoire que ce soit un petit peu ordonné. Et on prendra les tours de parole. Donc, Paola, si tu veux bien, au fur et à mesure, me noter dans le document qu'on a en partage toutes les deux les noms des personnes qui souhaitent s'exprimer. Comme ça, je ferai des allers-retours pour voir au fur et à mesure qui souhaite prendre la parole. Déjà, est-ce que parmi les intervenants, entre vous-mêmes, vous voulez, certains veulent apporter des réactions par rapport à ce que d'autres intervenants ont dit, et ensuite on passera aux personnes de la salle qui auraient des questions. Alors dans le chat, il y a déjà eu des échanges qui se sont faits et quasiment toutes les réponses, je crois, ont reçu une question, ont reçu une réponse. Voilà, donc ce sera après, vous pourrez parler directement après une demande de parole. Excuse-moi. Tu m'entends, Sophie? Oui, je t'entends. Je suis désolée de prendre la parole comme ça. C'est juste parce que je ne trouve pas justement comment on lève je la ne main. vois pas où on lève la main, en fait. Alors, en bas, oui. Vous avez participants, discussion. Oui. Voilà. Converser, moi, j'ai. Appuie sur converser. Oui. Et théoriquement, tu as un tableau qui s'affiche sur la droite, un panneau qui met les noms des personnes. Une liste de noms de personnes et tu as invité, me mettre en sourdine ou lever la main. Non, j'ai pas. Alors, si vous n'avez pas ça, sinon, il y a un onglet réaction. Ah, c'est joli. Ouais. Voilà. Et s'il y a l'onglet réaction, vous pouvez appuyer dessus et puis vous mettez le pouce, par exemple. D'accord. Ah, ça y est, levez la main là, dans réaction. Voilà. Ok, merci. Vous me trouvez un petit moyen entre soit l'onglet réaction, soit l'onglet discussion pour nous signifier que vous souhaitez prendre la parole. Voilà. Ok. Peut-être que ce sera même plus visible l'onglet réaction, effectivement. Peut-être que ce sera plus simple pour nous encore. Parce que ça s'affiche directement sur vos étiquettes et pas dans le listing. C'est plus simple.
Donc, parmi les intervenants, est-ce que déjà certains d'entre vous souhaitaient apporter un complément, enfin, on va essayer d'être rapide aussi dans les prises de parole et les questions, souhaitent apporter un complément ou une réaction par rapport à ce qui a pu être dit par les uns ou les autres, ou est-ce qu'on passe directement la parole à la salle? Alors, je ne vois pas de manifestation. Paola, tu en vois aussi ou pas, non? Parmi les intervenants, non. Après, du coup, il y a Nathalie Penella qui souhaite poser une question. Ok, ben on va faire ça alors. Nathalie, on vous laisse activer votre micro. Moi, je vais couper ma vidéo par contre pour laisser de la bande passante. Hop. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir par rapport aux élus, en fait, aux communes. Comme le premier intervenant disait, ils sont souvent plus préoccupés par l'aspect économique. Et moi, je m'aperçois dans une commune dans les Landes, on a une maison, que en fait, il y a par exemple, la trame verte et bleue, c'est très général, rien n'a été mis en place. Donc, même est-ce qu'on doit profiter de la révision du SCOT pour le faire? Je voudrais savoir quels sont les moyens quand vous avez une commune qui n'est pas du tout sensible à la cause environnementale, les arbres, enfin plus prompte à accorder des permis de construire en veux-tu, en voilà, et sans tenir compte, nous, on a même la loi littorale qui est censée même s'appliquer et qu'ils n'ont même pas respecté. Donc, du coup, parce que j'ai l'impression que cette trame verte et bleue, c'est des outils. J'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup d'outils, mais si ces outils ne sont pas, entre guillemets, obligatoires, si c'est juste des prises en compte, finalement, ça sert à quoi? C'est-à-dire qu'il y a juste quelques communes qui ont la chance d'avoir des maires sensibles et puis la grosse majorité qui ne se servent pas de ces outils, en fait. Voilà, je voulais savoir si on pouvait inciter ou même voire obliger, soit en tant qu'association ou en tant que citoyen, des mairies. D'accord. Juste, j'ai oublié une petite précision. Est-ce que vous pourrez préciser quand vous prenez une prise de parole si voilà, votre métier ou votre statut, si vous êtes élu, si vous êtes socio-professionnel dans un bureau d'études ou autre, ça nous aidera aussi un petit peu à cibler aussi en même temps. Non, moi, je suis juste citoyenne, très engagée. Enfin, voilà. Très bien. Très bien. Ben voilà, spécifier aussi, ça, c'est super. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre question. Alors, est-ce que quelques intervenants souhaitent répondre, peut-être la DDT ou... Oui, Bruno Sirvin, je veux bien répondre rapidement. Oui. Ben, disons qu'on a parlé beaucoup des protections en forêt, mais l'arbre hors forêt ne dispose pas de fait d'un statut de protection. Les outils existent, mais il n'y a aucune règle qui le protège, que ce soit dans le cadre d'une trame ou pas. Il n'a pas d'existence réglementaire, c'est le souci. Merci Bruno. Est-ce qu'un autre intervenant veut aussi compléter ou est-ce qu'on passe à... Sophie, je veux bien compléter si. Oui, vas-y. Alors, donc, j'en profite pour me présenter parce que je ne crois pas l'avoir fait tout à l'heure. Donc, moi, je m'appelle Hervé Orcade et je suis juriste de FNM Midi-Pyrénées, mais tu m'avais en partie déjà présenté. Pour compléter peut-être ce qui a été dit et peut-être une petite touche d'optimisme, l'intérêt des différents processus d'élaboration et de révision de ces documents d'urbanisme, c'est que outre le travail qui est réalisé avec le bureau d'études et le travail de concertation avec les habitants et les éventuelles associations désireuses, il y a quand même des passages obligatoires auprès des personnes publiques associées qui émettent des avis qui peuvent être parfois très critiques, avec l'avis particulièrement éclairé souvent de l'autorité environnementale, qui impose obligatoirement et qui souvent soulève les insuffisances sur les volets environnementaux, l'absence de prise en compte, que ce soit dans les différents documents que j'ai pu citer, rapports de présentation, PADD ou documents réglementaires. Et cet avis impose de devoir y répondre dans ce qu'on appelle un mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale. Vous avez aussi des avis qui sont émis par les services de l'État et qui peuvent rejoindre d'ailleurs ces avis de l'autorité environnementale et qui permettent, dans un processus qui est itératif, d'améliorer, même si on se retrouve encore avec des lacunes, bien entendu, mais d'améliorer le projet pour arriver à une phase d'enquête publique qui est quand même améliorée par rapport au premier projet présenté.
Merci beaucoup Hervé pour ces précisions. Ouais. Sébastien Druino, Oui. peut-être je peux juste ajouter un élément, alors, sous le contrôle d'Hervé Rourcade, parce que moi je ne suis pas juriste, mais effectivement, je pense que quand il y a la révision d'un document d'urbanisme, c'est le bon moment pour faire passer des idées qui sont intéressantes. Il y a la consultation des personnes publiques, il y a une consultation publique qui est organisée, il y a différents temps dans le processus qui conduit à arrêter un PLU qui permettent de faire valoir un certain nombre de points. Moi, j'attirais l'attention sur le fait, non pas que les élus ne soient pas intéressés, d'abord les élus sont très divers, ils ne sont pas tous spécialistes de ces questions-là. Donc, c'est là où il faut faire un peu attention. Mais en revanche, à ma connaissance, un PLU, il n'a pas de durée prédéfinie. Donc, effectivement, quand un PLU est là, s'il n'y a pas de volonté de la part la part des élus, de la part de la collectivité de le renouveler parce que de nouveaux problèmes sont apparus, on ne remet pas le métier sur l'ouvrage. Donc, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire évoluer un document d'urbanisme qu'on jugerait insuffisant à un moment donné. Il faut réussir à intéresser les élus à la question et à solliciter une révision, mais c'est pas, ça ne va pas de soi, quoi. A priori, quand un PLU il est passé, quoi. Hervé, tu veux… Si. Et puis après, on laissera la parole à Madame Monlezin et Madame Spada, pardon, excusez-moi d'écorcher le nom, Spadafora. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, une des possibilités, alors moi que je vois de l'extérieur, mais si on avait une réponse de la part des services de l'État, je pense que ce serait beaucoup plus complet. Ce que j'ai pu constater, c'est que, vous savez, une fois que le document est approuvé, des fois, il y a des modifications mineures qui sont apportées. Alors, par exemple, on veut finalement ouvrir à l'urbanisation cette parcelle parce qu'il y a telle entreprise qui veut s'y implanter. Et ces modifications mineures font également l'objet d'un processus qui n'est pas en l'occurrence d'évaluation environnementale, mais qui fait quand même un passage devant l'autorité environnementale. Et je vois souvent qu'en compensation de ces ouvertures à l'urbanisation, qui peuvent être de 2000 m², 4000 m², on a la réduction, la prise en compte, une meilleure protection pour d'autres parties du territoire qui permet en fait de faire passer cette nouvelle ouverture qui avait été pas prévue dans la révision ou dans l'approbation initiale. Je le vois de plus en plus, ça permet d'augmenter, si vous voulez, la légitimité de cette ouverture à l'urbanisation ponctuelle. C'est qu'une remarque. Merci. Donc maintenant, Christine, je te laisse la parole. Alors, c'est bon, là j'ai activé le micro. Oui, on t'entend. Alors, si tu peux présenter qui tu es. Oui. Bonjour, moi je m'appelle donc Christine Monlezin, je suis maire d'une petite commune des Baronnies. Et cette commune fait partie de la communauté de communes du plateau de Lannemezan. Alors, hier, je me suis trouvée confrontée à quelque chose qui m'a vraiment stupéfait. Lors de ce qui s'appelle le conseil ou la conférence des maires, qui est présidée par le président de la communauté de communes, Bernard Plano, qui est par ailleurs porteur du projet Florian, j'imagine que personne ne l'ignore, peut-être. J'ai découvert que des maires de communes mettaient en place, soutenus par la communauté de communes, des projets de photovoltaïque avec dessous des cultures et de l'élevage. J'avoue que là, ça m'a semblé vraiment quand même totalement ahurissant et en nous demandant donc d'approuver cette démarche, et surtout le récit qui en a été fait m'a laissé quand même sans voix, c'était que donc ça a été retoqué par la CDPENAF, mais par contre ça a été autorisé par le préfet. Alors j'avoue que comment c'est possible que des projets d'une telle nature se mettent en place au lieu de réfléchir justement plutôt à de l'agroforesterie. Je ne sais pas, comment c'est possible qu'on passe outre justement par exemple l'avis de la CDPENAF? Je ne sais pas si on peut me répondre. Et qu'est-ce qu'on peut faire?
voilà, qu'est-ce que, voilà, à l'échelle du territoire, là, je me suis en train de me rendre compte qu'effectivement, voilà, quand il y a des projets comme ça, et qui sont encouragés, ben, c'est un peu désespérant. D'accord. Et sans compter que parfois, il peut arriver qu'il y ait du défrichement aussi, parfois. Voilà. Est-ce que, Ludivine, est-ce que tu nous entends? Oui, je serais intéressée que Ludivine. Je ne suis pas sûre que Ludivine nous entende. Ah. Parce que du coup, la DDT pouvait peut-être nous répondre à ce sujet. Oui. Est-ce qu'elle est là, Ludivine? Vous m'entendez? Oui, ça y est, merci Ludivine. Ah, bon, je parlais un peu dans le vide. Oui, je voulais savoir de quel projet il s'agissait exactement qui aurait été refusé en CTPNAF parce que je ne vois pas trop, mis à part celui d'Osbelly qui est passé l'année dernière, mais c'était pour de la compensation agricole sur la zone de captage. C'est de ça dont vous parlez? Alors, je ne sais, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la commune de Libaros. La commune de Libaros, d'accord. Qui fait partie de la communauté de communes de Lannemezan. Oui, Et oui, donc, elle nous a bien. annoncé comme une nouvelle merveilleuse que donc, le CDPNAF, alors qu'il avait retoqué donc, ce projet, que le préfet avait accordé l'autorisation. D'accord. Mais après, voilà, justement, je n'en sais pas plus parce que tout ça s'est monté dans une espèce de secret et voilà, on nous met devant le fait accompli. Bon, c'est des projets communaux, hein, je sais, mais ils sont quand même soutenus par la. Enfin, là, quand même, je ne comprends pas. Alors, la doctrine départementale, c'est quand même de privilégier le photovoltaïque sur des friches, sur le bâtiment, sur, enfin, voilà, sur des terrains qui sont déjà, on va dire, détériorés, et voilà, pas sur des zones agricoles. Donc, ils ont un projet de légumerie sous des panneaux photovoltaïques, etc. Ça, c'est autre chose. J'ai entendu parler, en effet, sur Lannemezan. Il y avait un projet sur l'ancien CM10, là, sur la zone militaire, là, le CM10, d'un projet de légumerie. Alors, ce serait des serres avec du photovoltaïque. Mais là, pour ce faire, le PLU actuellement de Lannemezan ne le permet pas. Il doit réviser son PLU. Il doit lancer une révision du PLU. Hein. Donc, ce n'est pas encore fait. D'accord, donc là, on voit bien du coup que quand il y a des projets comme ça assez importants, ça soumet le PLU à être en révision, ce qui revient peut-être avec la question de M. Druino sur la durée d'un PLU et quand est-ce qu'il peut être révisé. Du coup, Ludivine, je pense que tu avais dû entendre ça. Le PLU, en fait, il a une durée de vie de 10 ans, mais souvent les PLU sont modifiés très rapidement parce qu'il y a quelque chose qui a été oublié ou quelque chose, voilà. Et donc, le PLU est souvent modifié dans les années qui suivent son approbation. Hein. Donc, c'est un document vivant qui évolue en fonction des projets, en fonction aussi des lois, puisqu'il doit des fois se mettre en compatibilité avec avec la législation. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Si je peux me permettre là-dessus une petite intervention, parce qu'effectivement, nous aussi, côté Gers, on est confronté à une recrudescence de nouveaux projets de photovoltaïque au sol. Hein. Donc, pas seulement là aussi avec une doctrine qui, dans le Gers, c'est plutôt de privilégier des espaces déjà artificialisés. Tout à fait. Présents. Mais effectivement, vis-à-vis de ces nouveaux projets, je veux dire là, pour le coup, le Code de l'urbanisme, il offre quand même un certain nombre de garanties, au-delà de la CNFNAF, de l'existence de commissions qui, des fois, ont des avis conformes, des fois, ont des avis simples. C'est qu'effectivement, il y a toute une procédure d'évolution du document d'urbanisme, de soumission du projet à l'enquête publique. Qui, quand même, entre guillemets, ces zones doivent se faire. Il faut que, pour que ces projets se réalisent, que la plupart du temps, ils soient classés en zone U de PLU, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça sous-entend soit une déclaration de projet, soit une modification du PLU. Et donc, on a quand même un certain nombre de garde-fous pour vérifier moi, je dirais, l'intérêt général ou pas du projet et que tous les acteurs se prononcent. Et c'est des procédures qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Mais, voilà. Mais on est comme vous, on est un peu inquiet et on voit une recrudescence de projets de photovoltaïque au sol
Et on voit même certains PLU et PLUI tenter de classer des terrains en U photovoltaïque de manière un peu sans réel projet derrière. Voilà, ça peut arriver aussi. Oui, c'est ça. Mais le code est assez là-dessus. Je pense que sur ce type de projet, pour moi, soit il démontre son intérêt général et il pourra se faire par une modification du document, sinon il sera quand même très fragile. Tout à fait. Oui, Bruno, je m'excuse à nouveau. Je réitère quand même l'idée qu'en termes de règles pérennes, l'arbre hors forêt notamment ne bénéficie d'aucune protection de manière pérenne, on vient de le dire, que ce soit dans le cadre du PLU, que ce soit aussi dans le cadre de la PAC, puisque l'essentiel du territoire est quand même agricole. Et c'est vrai que l'arbre agricole, et il y a beaucoup de vieux arbres sur le territoire agricole, ça aussi c'est une notion à prendre en compte qui est importante. La planification, c'est effectivement le domaine des collectivités, mais c'est sur l'ensemble du territoire qu'il faut se poser la question de cette légitimité, de cette reconnaissance de l'arbre. Oui, et c'est justement le travail de, merci pour cette précision Bruno, c'est le travail effectivement qu'a endossé l'association Arbre au national, donc Arbre Remarquable, Recherche, Bilan, Études et Sauvegarde, qui essaye de militer pour que le label Arbre Remarquable ou Ensemble arboré remarquable soit un statut réglementaire. Afin que les arbres, bon, ça ne protégera pas tous les arbres, mais au moins ceux qui ont été reconnus par la population via ce label, au moins puissent bénéficier d'entrée d'un statut. Voilà, mais ça, c'est encore sur les chevaux législatifs. Voilà.